toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En mode naturo. Je suis Maud Gabrielle, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. Je suis en compagnie d'un invité exceptionnel pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit du docteur Julien Scanzi. Bonjour, docteur Scanzi. Bonjour Maud, bonjour à tous. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, on se tutoie, on va le faire pour cette vidéo. Alors, le Avec plaisir. docteur Scanzi est hépatogastro-entérologue en Auvergne, expert et spécialisé dans le microbiote intestinal. Et c'est justement pour nous parler du microbiote intestinal et de ses interrelations avec la santé globale que j'ai souhaité l'inviter. Et justement, à l'occasion de la parution de son ouvrage, Incroyable microbiote, paru aux éditions Le Duc, on en parlera peut-être plus en détail à la fin. Donc, déjà, encore un grand merci, Julien, pour nous consacrer ce temps. Je sais que tu es très Avec plaisir. sollicité. Merci pour Merci à l'invitation. toi. Eh bien, je t'invite à te présenter comme tu le souhaites. Et puis, vu qu'on a commencé de parler de l'ouvrage, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a donné l'envie de le rédiger? Parce que pour en avoir écrit un moi-même, je sais que ça demande pas mal de temps et d'énergie. C'est ça. Déjà, effectivement, donc, comme tu l'as dit, je suis hépatogastroentérologue en Auvergne, à l'hôpital de Thiers et au CHU Est à Clermont-Ferrand. Et moi, je m'intéresse au microbiote intestinal. Alors, pas depuis le tout début, pour tout avouer, quand je me suis lancé dans les études dans mon internat de gastroentérologie, on parlait très peu de microbiote intestinal. Et en fait, j'ai eu l'occasion, au cours de mon internat, ou juste à la fin de mon internat, d'être l'un des premiers en France à faire une procédure qu'on appelle la transplantation de microbiote fécal, qui consiste en fait à soigner quelqu'un en transférant les selles d'un sujet sain pour traiter une maladie qui est liée à des altérations du microbiote intestinal, en l'occurrence une infection à une bactérie. Et en fait, on était en échec de tous les traitements pour traiter cette patiente et cette transplantation fécale a marché. On l'a guérie, on l'a même sauvée de cette maladie infectieuse. Et j'ai pris conscience vraiment des pouvoirs du microbiote intestinal et qu'on pouvait soigner des gens en changeant de microbiote. Et donc, ça a marqué vraiment le début de mon intérêt et même de ma passion pour le microbiote intestinal. C'était il y a une dizaine d'années. Et depuis, effectivement, on se met à en parler de plus en plus parce que on a les outils pour étudier le microbiote intestinal, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Et donc, chaque jour, il y a des nouvelles publications scientifiques qui montrent les liens entre le microbiote intestinal et la santé, ou entre le microbiote intestinal et des maladies. Et en fait, moi étant vraiment là-dedans, ayant accès à ces connaissances scientifiques, ces études, etc., je me suis dit, on devrait partager ça. Il y a pas de raison que ce soit que les scientifiques ou les médecins qui aient connaissance de tout ça, puisqu'en fait, la santé, enfin voilà, chacun est censé prendre soin de soi et avoir des notions pour essayer de rester en bonne santé. Et en fait, ces études montrent que ces écosystèmes microbiens qu'on appelle les microbiotes jouent un rôle majeur dans notre santé. Et donc, l'idée, c'était de sensibiliser le grand public, de les informer sur le pourquoi du comment les microbes qui vivent en eux peuvent faire qu'ils vont rester en bonne santé ou au contraire développer certaines maladies. Et donc, c'est pour ça qu'il y a voilà, un peu plus de 3 ans, je me suis lancé dans cette aventure, effectivement, comme tu dis, d'écrire un livre vraiment pour sensibiliser le grand public et que chacun ait conscience de ça. D'accord, merci. Alors, on a évoqué à nombreuses reprises déjà le microbiote intestinal et les microbiotes, parce qu'on n'a pas qu'un microbiote au niveau de l'intestin. Est-ce que tu peux nous présenter cet organe extra-humain, comme on peut l'appeler également? Ouais, alors ce qu'on appelle microbiote, en fait, c'est l'ensemble des micro-organismes vivants qui vivent au sein d'un écosystème donné. Et donc, on parle beaucoup du microbiote intestinal, c'est donc l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans nos intestins. C'est le plus important de nos microbiotes, puisqu'on a également un microbiote cutané sur la peau, un microbiote orobuccal, un microbiote vaginal pour les femmes, et puis tout un tas d'autres microbiotes. Mais c'est vraiment le microbiote intestinal qui est le plus important déjà en termes de richesse, de quantité de micro-organismes. On parle de 40 à 50 000 milliards de bactéries qui vivent dans nos intestins. Donc, c'est bien plus que tous les autres microbiotes. Et en fait, ce microbiote, donc ces micro-organismes, et je viens d'en parler, c'est bien sûr des bactéries. Ce sont les micro-organismes qui sont à l'heure actuelle le mieux étudiés. Mais il y a également d'autres micro-organismes comme les levures, les champignons, les parasites, les archées, etc. Les virus, tout ça.
Donc, D'accord. c'est tout ça qu'on appelle microbiote. Et voilà, et on parle beaucoup du microbiote intestinal puisque c'est de loin celui qui est le plus en lien avec notre santé. D'accord. Et c'est le plus étudié aussi, comme tu disais. Et c'est aussi le plus étudié, bien sûr. D'accord. Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer les interactions du microbiote intestinal dans la santé globale, s'il te plaît? Parce Ouais, que voilà, alors, on a dépassé maintenant juste les processus de digestion pour un hépatogastroentérologue. Donc, c'est vrai c'est que ça. c'est intéressant d'avoir ton œil d'expert. On pourrait en parler des heures sur les rôles que jouent nos bactéries intestinales et les autres micro-organismes. On a Euh, déjà des infos dans ton ouvrage, hein, mais alors, bon, voilà, il y a déjà, je résume tout ça dans mon livre, j'en parle beaucoup. Pour faire simple, ben déjà, faut avoir conscience que la nature fait rien par hasard. Et si on est fait d'autant de bactéries, d'autant de microbes en nous, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que ces micro-organismes-là nous aident à faire fonctionner notre organisme correctement, participent au bon fonctionnement de l'organisme. Et ça, les bactéries, par exemple, jouent plein de rôles. On a parlé de la digestion, et la digestion, effectivement, c'est-à-dire sans nos bactéries intestinales, on ne peut pas digérer les fibres qu'on va retrouver dans la plupart du temps dans les végétaux, dans les fruits, légumes, les légumineuses, les céréales complètes, etc. Pour être digérées, ces fibres nécessitent la présence de bactéries, et en contrepartie, les bactéries, elles vont s'en nourrir et fermenter et fabriquer tout un tas de petites molécules comme des acides gras à chaîne courte, par exemple, mais également des vitamines, des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des messagers chimiques. Et en fait, tous ces petits métabolites qui vont pouvoir être fabriqués par nos bactéries intestinales vont interagir avec les autres organes, avec nos autres cellules humaines, en gros, et vont transmettre des messages. C'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup de l'axe cerveau-intestin. Hein, on parle également de nos intestins comme notre deuxième cerveau. En fait, notre cerveau et les intestins, donc le deuxième cerveau, sont reliés et communiquent en permanence. Et des moyens de communication entre l'intestin et le cerveau, c'est les bactéries intestinales qui vont fabriquer des messagers chimiques, qui vont aller activer des neurones et envoyer des messages au cerveau. Et les bactéries intestinales sont également capables de communiquer en permanence avec d'autres organes, d'autres systèmes, comme notamment notre système immunitaire. Et on sait maintenant que pour avoir une immunité, un système immunitaire qui fonctionne correctement, il faut que le microbiote intestinal euh, soit sain, entre guillemets, qui ne soit pas trop altéré. Et parce qu'en fait, quand il y a un déséquilibre au niveau du microbiote intestinal, très souvent, il peut y avoir un retentissement sur le fonctionnement de l'organisme, comme par exemple celui du système immunitaire. Donc voilà, ça fait partie des rôles que jouent nos bactéries intestinales. Pour citer d'autres rôles, il y a la protection par rapport aux bactéries pathogènes, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est susceptible d'attraper via l'alimentation, notamment si on mange de la viande pas assez cuite ou des choses qui auraient été mal conservées, etc., de mauvaises bactéries qui peuvent engendrer des fortes diarrhées, des grosses gastro. Et ben, le premier rempart de ces bactéries pathogènes, ça va être le microbiote intestinal. Donc, quand il est défaillant, ben, on se protège aussi moins bien vis-à-vis de ce genre de bactéries qui sont des mauvaises bactéries. Et on sait même, si on veut aller plus loin, que les médicaments qu'on peut être amené à prendre en cas de maladie ou autre, eh ben, l'efficacité de ces traitements peut varier en fait en fonction de la composition de notre microbiote intestinal. Et ça, c'est même valable pour des traitements anticancéreux comme la chimiothérapie ou l'immunothérapie. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'on peut répondre plus ou moins bien à ces traitements et donc potentiellement guérir ou pas d'un cancer en fonction du type de microbiote intestinal qu'on a. Donc c'est vrai que il y a quasiment pas de limite quant au pouvoir, entre guillemets, de notre microbiote intestinal. d'accord. Donc, effectivement, quand tout se passe bien comme ça, on parle plutôt de biose. Et quand c'est déséquilibré, on va plutôt parler de dysbiose. Et qu'est-ce qui peut justement faire basculer de biose à dysbiose? Ouais, alors Quel c'est facteur effectivement extérieur? ce Enfin, il y en a pas concept-là mal, hein. de biose et de symbiose, et vraiment, c'est majeur pour la bonne santé, c'est-à-dire que quand tout va bien et pour rester en bonne santé, il faut que notre organisme humain vive en symbiose, vraiment de façon harmonieuse, avec des bénéfices mutuels par rapport à l'écosystème microbien. Et vraiment, c'est cet équilibre et cette collaboration en symbiose qui fait qu'on va rester plutôt en bonne santé. Et de temps en temps, effectivement, comme tu l'as dit, il peut y avoir une altération du microbiote, une perte de cette symbiose, donc on appelle la dysbiose. Et c'est notamment le cas le plus typique, on va dire, la prise d'antibiotiques. On est amené à prendre des antibiotiques qui vont, en théorie, être pris pour nous débarrasser d'une mauvaise bactérie.
Malheureusement, les antibiotiques ne tuent pas qu'une seule bactérie, vont souvent vraiment détruire énormément de bactéries, y compris des bonnes bactéries, notamment celles de nos intestins. Et dans cette situation-là, ce qu'on voit, c'est un appauvrissement très important du microbiote intestinal qui normalement est transitoire, c'est-à-dire que quelques jours à quelques semaines après l'arrêt des antibiotiques, le microbiote intestinal se refait et a tendance à revenir à son état antérieur. Mais de temps en temps, comme par exemple si la prise d'antibiotiques est répétée dans le temps ou si elle est très importante, etc., ou s'il y a d'autres facteurs en plus que les antibiotiques, ça peut faire que le microbiote ne parvient pas à revenir à son état antérieur et qu'il persiste dans le temps cet état de dysbiose intestinale, qui va être pour le coup propice à une moins bonne santé, voire au développement de certaines maladies chroniques. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre en dehors des antibiotiques? À commencer par notre mode de vie, l'alimentation, on va dire quand on va manger des choses, ça va nourrir notre organisme humain, entre guillemets, mais ça va également interagir avec nos bactéries intestinales, notre microbiote. Si on apporte des bonnes choses, comme par exemple une alimentation naturelle, riche en fibres, etc., on va potentiellement enrichir et maintenir une biodiversité des bactéries intestinales. À l'inverse, si on a une alimentation pauvre en fibres, très transformée avec des additifs qui vont être vraiment délétères pour le microbiote intestinal, riches en sucre, etc., on va avoir tendance à appauvrir notre microbiote. Et si on rajoute d'autres éléments comme de la sédentarité, du stress, euh, pas mal de médicaments, etc., eh ben, on a tout un cocktail qui va faire que ça va appauvrir petit à petit notre microbiote intestinal et plutôt nous prédisposer à ce qu'on soit en moins bonne santé. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir conscience de ça et de tout faire pour lutter justement contre cet appauvrissement, parce que dans le monde dans lequel on vit est peu propice à cette biodiversité microbienne, hein. On en parle beaucoup, on parle énormément d'environnement, d'écologie, de perte de biodiversité sur les espèces animales, les espèces végétales. Eh ben, on a fait la même chose pour notre biodiversité microbienne. En fait, on l'a appauvrie avec exactement le même mode de vie, c'est-à-dire l'usage de pesticides, d'antibiotiques, la pollution, le stress, une alimentation transformée, etc. Tout ça est vraiment peu propice à nos bactéries intestinales. Tu as évoqué le stress et c'est vrai comme on a parlé précédemment de l'axe intestin-cerveau, est-ce que tu peux nous dire deux mots ou même trois sur les effets du cortisol en excès justement sur le biose intestinal parce que c'est vrai qu'on en parle pas suffisamment Alors, à mon avis. c'est pas une question très simple parce que en fait, c'est quelque chose qui en fait voilà, le stress et le microbiote en fait, il y a des choses qui vont dans les deux sens. C'est-à-dire que il y a pas mal d'études qui montrent que le stress perturbe le microbiote intestinal via des mécanismes. Alors, tu as parlé du cortisol, il y a d'autres mécanismes. Effectivement, il y a le lien avec le système endocrinien, c'est-à-dire les hormones comme le cortisol, etc., qui vont entrer en jeu. Le Mais nerf l'inverse vague est vrai, aussi. c'est-à-dire que le microbiote, un microbiote altéré, est plus propice à envoyer à de l'anxiété, voire même de la dépression. Donc ça, effectivement, c'est vraiment dans les deux sens, c'est-à-dire que l'anxiété et le stress peut induire des modifications du microbiote et à l'inverse, certaines modifications du microbiote peuvent engendrer un excès de stress ou d'anxiété. Alors, c'est pas très simple à démontrer chez l'homme. La plupart des études sont faites chez l'animal, chez la souris, mais effectivement, il y a un lien, il y a clairement un lien entre les deux. D'accord. Bah, de toute façon, je pense que dans les années à venir, on a encore plein de choses à découvrir, mais pour l'instant, on s'émerveille au quotidien des nouvelles découvertes. Tout à fait. Alors, donc, quand des personnes, elles constatent bah, des signes digestifs, ça peut être un motif d'alerte quant à un déséquilibre au niveau du microbiote intestinal, mais est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent nous alerter et pour lesquels on ne ferait pas forcément un lien tout de suite, ah bah tiens, ça peut venir de mon microbiote intestinal? Alors, là encore, c'est pas simple parce que le microbiote intestinal, on l'a dit, c'est vraiment au cœur de notre santé. Donc, ça joue un rôle un peu dans tout, dans le fonctionnement de l'organisme. Donc, une altération du microbiote intestinal peut engendrer tout un tas de troubles qui vont effectivement du trouble digestif, hein. En général, ça commence par là, c'est-à-dire que très souvent, quand le microbiote intestinal est altéré, on va avoir
souvent une altération du transit, potentiellement plus de diarrhée, des intolérances alimentaires. Ça peut engendrer des douleurs abdominales, des ballonnements, mais tout un tas d'autres troubles comme tout simplement de la fatigue, des problèmes psychiques, des problèmes de concentration, des problèmes de sommeil, des choses, des problèmes également au niveau cutané, des réactions, on peut avoir des rougeurs, on peut avoir tout un tas de symptômes en fait, qui sont, alors c'est là où c'est pas si simple, qui sont liés directement ou probablement souvent indirectement à des anomalies du microbiote intestinal. D'accord. Donc, il y a toujours bénéfice à prendre soin de son microbiote intestinal, que ce soit en préventif ou dès qu'il y a un symptôme de déclarer. Tout à fait, et je pense que le mieux, c'est même c'est d'être dans le préventif, c'est-à-dire c'est d'en prendre conscience et d'en prendre soin quand on est encore en bonne santé. Parce que malheureusement, une fois qu'on a déjà des soucis de santé, que le microbiote intestinal est déjà altéré, ce ne sera pas toujours réversible. Et donc, il vaut mieux, c'est toujours plus facile de préserver les choses quand ça va à peu près bien, et auquel cas, c'est majoritairement maintenir un mode de vie sain, plutôt qu'une fois que ça va pas bien, qu'on a déjà des maladies chroniques, où là, on peut faire des efforts, on va limiter la casse un petit peu, mais les maladies, elles sont déjà là. Et le fait d'améliorer son microbiote intestinal n'engendrera que rarement euh, un soulagement, on va dire, une guérison ou un soulagement des maladies chroniques. D'accord. Bah, justement, on parle de prévention. Tu as partagé plusieurs recettes dans ton ouvrage, notamment les recettes de lactofermentation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as souhaité mettre en lumière ces recettes et puis quels sont les bénéfices? Alors, après, l'idée, c'était quand même de donner du concret, c'était d'expliquer aux gens voilà, comment, déjà de leur expliquer pourquoi c'était mieux de garder un microbiote sain pour rester en bonne santé, et ensuite de leur donner quand même des cartes pour justement faire en sorte qu'ils préservent leur microbiote, voire qu'ils l'améliorent, qu'ils l'enrichissent. Et donc, on a parlé de l'alimentation naturelle, des fibres. Et au-delà de ça, il y a les aliments fermentés, donc comme les aliments lactofermentés que tu viens de citer. Il y a d'autres types d'aliments fermentés. Alors, on connaît tous les cornichons, la choucroute, le fromage. Ce sont des aliments fermentés. Il y a le kéfir aussi, le kéfir de lait, le kéfir de fruits. Et en fait, ces aliments, on peut les considérer un petit peu en quelque sorte comme des probiotiques naturels. C'est-à-dire quand on va boire un verre de kéfir, quand on va manger de la choucroute, quand on va manger un yaourt, que vous pouvez faire chez vous assez facilement, on va ingérer des micro-organismes vivants, des bactéries ou des levures ou un mélange des deux. Et ces micro-organismes vivants vont potentiellement, au moins de façon transitoire, enrichir notre microbiote intestinal et participer au fonctionnement de notre organisme, aller fabriquer des petites molécules, aller interagir avec d'autres systèmes, etc. Et il y a pas mal d'études qui montrent qu'il y a un bénéfice de manger ce type d'aliments fermentés pour rester en bonne santé ou pour diminuer le taux de cholestérol, diminuer la tension, limiter le risque de diabète, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement chez vous avec voilà, ces petites recettes que Oui, vous on trouvez a dans vraiment le les livre. petites recettes faciles, illustrées. Enfin, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment simple à réaliser chez soi. Et puis là, on était plutôt dans le préventif, mais c'est vrai que quand il y a enfin pour toi, quand c'est vraiment, nécessaire de consulter un médecin, là, quels sont vraiment les signes qui nécessitent un avis médical? Quand c'est chronique ou quand il y a... Ouais, tout à fait. On va dire à partir du moment où il y a des symptômes anormaux qui altèrent la qualité de vie et qui ne cèdent pas avec une amélioration de l'hygiène de vie, avec des conseils D'accord. simples, avec parfois des compléments alimentaires ou des choses comme ça, bien sûr qu'il faut consulter le médecin, il faut en discuter avec lui. Après, est-ce que ça vient du microbiote ou pas? Ce sera voilà, au médecin de faire la part des choses. Et après, on peut être amené à euh, enfin, après, on rentre vraiment dans un process médical, vraiment voilà, de consultation, de diagnostic et de rechercher voilà, des maladies chroniques ou autres. Là, vraiment, l'idée, c'est en prenant soin de son microbiote, de faire de la prévention et d'être le moins possible malade ou le plus tard possible. Mais une fois qu'il y a déjà des symptômes qui font évoquer une maladie, après, bien sûr, il faut consulter son médecin et discuter de tout ça avec lui. Bien sûr. De toute façon, c'est toujours intéressant de mettre de côté
un désordre lésionnel. Ça ne veut pas dire que si on fait des analyses et puis que le gastro-entérologue trouve rien, qu'au niveau de la qualité de vie, elle n'est pas altérée. Et là, on ira plutôt effectivement sur des conseils d'hygiène de vie et autres. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'éléments lésionnels mis en évidence que la personne a pas des troubles fonctionnels. Donc c'est vrai Tout que à fait. ça, Ouais, tout à fait. c'est complémentaire en fait. Voilà. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, on va revenir sur ta deuxième passion, donc la transplantation du microbiote fécal que tu as découverte ou initiée, enfin, les deux, pendant ton internat. Est-ce que bah, tu peux développer un petit peu plus où on en est actuellement en France? Parce que c'est vrai que c'est plutôt pratiqué dans d'autres pays et en France, c'est réservé. Enfin, à l'état de mes connaissances, aux infections à Clostridium difficile. Alors, c'est ça. Même, alors, pour, il y a, tout ça, ça vient d'une réglementation qui est très différente d'un pays à un autre. En Parce France, on peut déjà, dire quand même que pour qu'il y ait transplantation, il faut qu'il y ait un donneur. Donc en gros, on oui, prend les alors tout à selles d'une fait. La personne et transplantation fécale, pour l'instant, en gros, c'est transférer le microbiote de quelqu'un, donc en gros, c'est celle hmm, d'un sujet sain, un volontaire sain, qu'on aura préalablement sélectionné sur des critères de bonne santé clinique, mais également sur tout un tas de critères biologiques, c'est-à-dire que le donneur, on va lui faire tout un tas d'analyses sanguines, d'analyses de sel, pour éliminer le fait qu'il soit porteur d'autres bactéries, parasites, virus qu'on pourrait potentiellement transmettre. Ça, c'est pour vraiment assurer la sécurité. Donc, la sélection du donneur, c'est ce qu'il y a de plus fastidieux. Une fois qu'on a trouvé le donneur, il va donner ses selles en général à la pharmacie d'un centre qui fait de la transplantation fécale. Et la pharmacie va fabriquer le transplant. Et en gros, c'est très, très simple, hein. Les selles sont mixées, diluées dans du sang physiologique. On rajoute un petit cryoconservateur, en général du glycérol. On met au congélateur à -80 et on utilise les selles dans les 2 ans. Globalement, c'est très simple. Le transfert est très simple aussi. On peut transférer les selles par voie haute, c'est-à-dire avec une petite sonde qui passe par le nez qui va dans l'intestin, par un endoscope aussi qui passe par le nez qui va dans l'intestin, par des gélules, ou par voie basse, un petit lavement rectal. On met une petite sonde au niveau du rectum, on transfère les selles, ou par coloscopie. Globalement, voilà, on peut faire toutes ces méthodes-là. Ce qu'il faut bien retenir, et comme tu l'as dit, c'est qu'en France, mais ailleurs aussi, la seule indication validée actuellement, c'est l'infection récidivante à cette bactérie qu'on appelle Clostridioides difficile, qu'on appelait Clostridium difficile. Et pour tout le reste, on est dans le cadre de la recherche clinique. Après, effectivement, il y a quelques exceptions avec quelques pays, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, où la réglementation est soit absente, soit un peu plus floue et permet de faire ce genre de procédure de façon un peu plus large dans d'autres situations que l'infection récidivante avec Clostridium difficile. Mais ça reste quelques pays. La majorité des pays dans le monde pratiquent la transplantation fécale de façon assez rigoureuse, comme la France, et on s'en tient, on s'en tient aux indications validées. Alors, il y a d'autres indications qui ne sont pas validées, mais où il y a pour l'instant pas mal d'essais cliniques et notamment des essais cliniques qui sont positifs. C'est le cas, une des pathologies où c'est le cas, c'est la rectocolite hémorragique, hein, qui est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Dans cette maladie-là, il y a plusieurs essais contrôlés randomisés. Alors, ce sont en gros des essais cliniques faits en bonne et due forme, où en fait, on va comparer le médicament, en l'occurrence la transplantation fécale, à un placebo, et on va regarder, sans que ni le médecin ni le patient ne sache ce qu'il a eu comme traitement, on va regarder à 3 mois, 6 mois, voir s'il y a une amélioration de la santé. Et dans cette maladie-là, clairement, il y a des études qui sont positives. Il y en a d'autres qui sont positives également dans le syndrome de l'intestin irritable. Il y en a 4 ou 5 qui sont positives, mais il y a également des études négatives. Et c'est pour ça que on doit continuer d'avancer, continuer de faire des études. Et une fois que ça a été, en gros, qu'il y a une étude positive qui est parue, ça ne suffit pas pour faire des recommandations et dire, ben voilà, on peut se permettre de le faire dans cette indication-là. Il faut faire d'autres études, souvent à plus large échelle. Euh, et puis surtout, essayer d'avoir un peu plus de recul parce que pour l'instant, effectivement, l'infection à Clostridium difficile
touche majoritairement des sujets âgés. Et donc, faire de la transplantation fécale à quelqu'un de 85 ans, et bon, on ne prend pas les mêmes risques de faire ça à quelqu'un qui aura 8 ans ou 25 ans. Parce que, vu qu'on a dit au début de nos échanges que le microbiote intestinal jouait un rôle majeur dans notre santé, que certaines modifications du microbiote pouvaient éventuellement engendrer des maladies, eh ben, on ne sait pas et on n'arrive pas à mesurer le fait si on transfère des selles de quelqu'un qui est sain à un moment donné, hein, qui a peut-être 25-30 ans, le donneur, on ne sait pas si ce donneur-là, à qui on aura transféré les selles à plusieurs patients, si ce donneur-là ne va pas développer 10-20 ans plus tard une maladie chronique, potentiellement une maladie grave. On sait que le cancer colorectal peut être prédisposé par des anomalies du microbiote. Et donc ça, on n'arrive pas à le mesurer. Donc pour l'instant, c'est pour ça qu'il faut être prudent et voilà, laisser un petit peu la science avancer avant de, nous, en médecine, en pratique courante, voilà, utiliser un petit peu plus ce procédé. D'accord. Tu as parlé forcément de donneurs, et là, vous les sélectionnez comment? Il y a une appel à candidature, entre guillemets. Alors, oui, alors il y a plusieurs façons de faire. Souvent, on essaie de se contenter de quelques sujets sains. Alors, il faut savoir que c'est compliqué de trouver des donneurs sains, c'est-à-dire quand on prend quelqu'un, vous prenez quelqu'un de sain dans la rue, n'importe qui, même s'il est en bonne santé, il aura à peu près 5% de chances de pouvoir être un donneur. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être sain, en parfaite santé, et pourtant être porteur de parasites, de virus, de bactéries multirésistantes, ou tout simplement être dans une famille qui a risque de développer certains cancers. Et donc, nous, notre sélection, ça va être d'enlever tous ces sujets-là qui sont des volontaires sains, mais pas si sains que ça, parce que potentiellement, on va pouvoir transmettre des choses aux malades. Donc voilà, c'est à peu près 5% des volontaires qui peuvent, in fine, être donneurs. Donc, on va essayer d'en recruter quelques-uns. Alors, il faut savoir qu'avec voilà, entre 2 et 5 donneurs, si les donneurs donnent régulièrement, on peut arriver à avoir un stock qui permette, en tout cas à l'heure actuelle, de soigner les malades avec cette infection à Clostridium difficile ou de soigner des gens dans le cadre de la recherche clinique. Par contre, effectivement, ce qui sera le plus problématique, c'est que si à un moment, la transplantation fécale devient autorisée, devient recommandée dans des maladies chroniques comme le syndrome de l'intestin irritable qui touche plusieurs millions de Français, par exemple. Là, on aura besoin effectivement beaucoup plus de médicaments, de transplants fécaux. Et donc, là, pour l'instant, voilà, on n'est pas capable d'assurer ça. D'ici là, probablement qu'il y aura des transplants fécaux industriels, hein. C'est déjà le cas aux États-Unis. Il y a la FDA qui a donné l'autorisation de mise sur le marché à plusieurs traitements transplants fécaux fabriqués de façon industrielle. Donc voilà, les choses sont susceptibles d'évoluer dans les prochaines années, ça c'est sûr. Je pense que c'est nécessaire de mettre en garde justement parce qu'on trouve, pas que sur Internet, des recettes maison, entre guillemets, pour réaliser son propre transfert. Je pense qu'on a bien compris les risques, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve fréquemment et pas Oui, besoin de faire énormément de recherches. À la limite, on peut le comprendre, des personnes qui sont vraiment en errance dans la souffrance, qu'elles soient tentées par des méthodes, voilà. Donc, est-ce que tout tu à peux fait. faire Alors un nous, petit... effectivement, moi en tant que médecin, je ne peux pas conseiller, je ne peux pas du tout recommander ce genre de pratique, hein. Effectivement, le do-it-yourself de la transplantation fécale, hein, c'est pas très compliqué à faire. Avec un blender, voilà, Voilà. on s'en sort. Mais globalement, on prend des risques. Si vous le faites chez vous, vous allez prendre des risques que nous, on peut pour la plupart éviter via toutes ces analyses qui sont faites chez le donneur, etc., via le respect des procédures, hein. On sait que ouais, la procédure en soi peut engendrer des risques aussi. Euh, donc, je ne peux pas recommander de faire ça chez vous, bien sûr. Après, chacun est libre Bien sûr. voilà. Je suis médecin, je ne suis pas la police, chacun fait. Voilà. Oui, bien sûr. Mais on prend des risques à faire ça chez soi et voilà. Oui, je pense qu'on a bien compris, mais c'est vrai que il fallait quand même réaffirmer parce que c'est pas anodin, c'est plein d'espoir, mais pour l'instant, Tout à fait. les études sont encore nécessaires. Et d'ailleurs, ça peut être frustrant, et moi je le comprends que ce Hum, soit frustrant, parce que quand on souffre d'une maladie chronique, qu'on voit dans les études qu'il y a un lien avec le microbiote, qu'on voit que chez la souris, on arrive à traiter, à guérir des souris malades en changeant le microbiote, etc., on a envie
de se l'appliquer à soi ou à des proches. Malheureusement, la science doit avancer. Il faut du temps. Quelque chose qu'on arrive à démontrer chez la souris n'est pas du tout démontrable chez l'homme de la même façon. Donc, il faut également le temps de faire des études chez l'homme. Et ça prend du temps pour faire correctement. Et effectivement, on vit dans une société où on a envie de tout de suite et on est impatient. Mais malheureusement, il faut accepter ce delta de quelques années entre quelque chose qui serait démontré chez la souris ou qui commence à être démontré chez l'homme et le fait de pouvoir le faire, ça y est, à l'hôpital, en pratique courante. Donc, il faut un petit peu, encore faire montre un peu de patience, mais ça, c'est quand même C'est l'avenir. très prometteur, mais il faut être encore patient. D'accord. Bah, pour vraiment avoir les bénéfices en minimisant les risques, si j'ai bien compris. Bah, écoute, merci vraiment pour ce bel échange. Donc, je vais reciter ton livre Incroyable microbiote paru aux éditions Le Duc, pardon, pour les personnes qui souhaitent l'acquérir et puis aller plus loin, retrouver les recettes, en savoir plus aussi sur la transplantation du microbiote fécal parce que tu fais un beau chapitre sur le sujet. Bon, c'est une passion pour toi, donc c'était impossible que tu n'en parles pas, même pour un livre destiné au grand public. Donc vraiment, je vous invite toutes et tous à l'acquérir. On le trouve Et puis, sous... il y a de magnifiques illustrations Oui, d'Alice Varocco qui sont géniales, très, très drôles pour certaines et qui nous aident beaucoup à tout à comprendre. fait. Là, je peux montrer des... Parce que c'est vrai qu'on dit souvent une image vaut mille mots, et pour moi, je pense que c'est vraiment le cas, en fait. Et est-ce qu'il est disponible en format... Il est disponible partout et il est disponible en format e-book également. C'était ça. D'accord. Bon, bah écoute, c'était la question. Mais merci vraiment pour ce magnifique échange et je vais te laisser le mot de la fin. Eh ben, merci Maud pour ces échanges, effectivement. Et puis, chouchoutez bien votre microbiote. À bientôt. Merci beaucoup, Julien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. Et je mettrai les références de l'ouvrage du docteur Scanzi ainsi que les liens pour le retrouver sur ses réseaux. Et puis, moi, je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Merci, Julien. Merci Maud. Merci.